On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia et bonne année à vous. Et bonne année. Et Anne Corpet, bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Au sommaire, Donald Trump, pas encore à la Maison-Blanche, mais déjà en train de remodeler les frontières. Après ses sorties sur le Canada, menacé de devenir le 51e État américain, voilà qu'il s'en prend à nouveau au canal de Panama et au Groenland, qu'il souhaite aussi voir intégrer les États-Unis. Et puis réaction crispée au Sénégal et au Tchad après les déclarations hier d'Emmanuel Macron. Lors de ses vœux annuels aux ambassadeurs, le chef de l'État a assuré que le retrait français du Sahel s'est fait en concertation avec Paris et que les juntes militaires encore au pouvoir pouvaient dire merci à la France. Et tout de suite, on va plus loin. Il n'est pas encore à la Maison-Blanche qu'il imprime déjà sa marque. Donald Trump deviendra dans 2 semaines maintenant le 47e président des États-Unis, dans un monde déjà considérablement changé par le 5 novembre dernier, date de son élection qui, il faut bien le dire, a surpris nombre d'observateurs par son ampleur. Depuis Israël s'entend la voix libre désormais à pousser son avantage au Liban, provoquant en cascade un retrait du Hezbollah de Syrie, un changement de pouvoir à Damas. Depuis, Volodymyr Zelensky a admis la nécessité pour l'Ukraine de négocier, y compris sans doute au prix de coûteuses concessions territoriales à la Russie. Depuis, surtout, les voisins immédiats des États-Unis sentent le vent du boulet. Les menaces réitérées du nouveau président américain viennent de causer la démission de Justin Trudeau au Canada, tout comme ses ambitions démesurées font planer un risque de conflit autour du canal de Panama. Du moins, c'est ce qu'il laisse entendre aujourd'hui encore en réponse à des journalistes. Écoutez. Pouvez-vous rassurer le monde sur le fait que pour prendre le contrôle de ces territoires, vous n'allez pas utiliser de moyens de pression militaire ou économique? Non. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos plans? Allez-vous négocier un nouveau traité? Allez-vous demander aux Canadiens de voter? Quelle est votre stratégie? Je ne peux pas vous l'assurer. Vous parlez du Panama et du Groenland. Non, je ne peux pas vous l'assurer pour ces deux-là. Mais je peux vous dire ceci. Nous avons besoin d'eux pour la sécurité économique. Patricia Lémonière, on pensait une plaisanterie, mais Donald Trump semble bel et bien sérieux en excluant aucune possibilité, y compris donc l'annexion par la force. Enfin, il aime toujours jouer sur ce registre. La force, c'est ce qu'il veut incarner, le bulldog, le bulldozer, qui veut imposer aux autres sa vision du monde. Et sa vision du monde, c'est nous sommes menacés. Il faut que nous passions en force et les premiers. Alors si ça doit se faire par l'accord économique et avec un Canada qui plie aux desiderata américaines, ça peut le faire. Si par contre ils ne veulent pas plier, eh bien ma foi, pourquoi pas le 51e État? Enfin bon, c'est tout. Alors je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la rigolade. D'abord, c'est un côté choquant de voir cette intrusion dans la gestion des affaires des autres. Comment un président peut-il se permettre de traiter ses voisins immédiats de cette façon? Je trouve ça très choquant. Mais d'un autre côté, c'est du Trump tout craché. C'est-à-dire qu'il fait du bruit, il fait du buzz. On va le voir dans l'action. Parce que là, ça va être plus dur. Alors effectivement, il peut bien menacer les autres de les taxer. Est-ce que les Canadiens vont rétorquer? Là, ils vont rentrer dans une campagne qui va être dure. Trudeau va rester Premier ministre jusqu'en mars, parce que c'est là où il y aura le nouveau Premier ministre. L'élection interne au Parti libéral. Voilà, l'élection interne au parti. Puis après, peut-être ce Premier ministre décidera tout de suite des élections nationales. Ça, on ne sait pas encore. Donc... comment va se comporter Trudeau durant les 2-3 mois? Est-ce que finalement, par rapport aux menaces de douanières, il va plier? Est-ce qu'il va vouloir faciliter son successeur? On ne sait pas. En tout cas, c'est du Trump tout craché. Moi, je crois qu'il faut... Alors, c'est choquant, très choquant, cette ingérence dans les affaires intérieures, comme il l'a fait dans les affaires européennes, en Angleterre, en Allemagne, etc., et j'en passe. Mais attendons de le voir, jugeons-le sur pièce. Voyons ce qu'il va faire réellement. Et après, mais organisons-nous en quelque sorte. Parce que cette menace vis-à-vis du Canada, c'est la même pour l'Europe, sur le plan économique.
De son point de vue, Donald Trump, lui, le place dans une perspective tout simplement protectionniste. Il dit, s'agissant du Canada, les États-Unis dépensent 200 milliards de dollars par an pour le Canada. Ils n'ont absolument aucun intérêt, finalement, à commercer avec Ottawa, à importer des voitures canadiennes. Ça ne présente pas d'intérêt pour le consommateur américain. Voici en substance ce que dit Donald Trump. Un discours, évidemment, on imagine compréhensible pour les lecteurs américains. Anne Corpet, est-ce qu'il pourrait effectivement aller plus loin et effectivement annexer, comme il le dit? Est-ce qu'une guerre commerciale pourrait avoir raison finalement de l'indépendance aujourd'hui du Canada qui appartient à la couronne britannique, donc qui n'a absolument aucun rapport, même organique, avec les États-Unis, hein? Non, je pense que l'annexion pure et simple, ça a été qualifié, le fait qu'ils veuillent en faire le 51e État américain, ça a été qualifié de divertissement ce matin par un éditorialiste canadien. Les menaces commerciales sont beaucoup plus sérieuses et c'est vrai que le Canada va affronter cette guerre commerciale affaiblie avec un Justin Trudeau démissionnaire sur le départ, qui de toute façon était déjà au plus bas dans les sondages. Donc oui, ça va être compliqué. Il y avait déjà eu une guerre commerciale avec le Canada lors du premier mandat, mais là, il avait augmenté les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Et là, Ottawa avait pu répliquer et instaurer à son tour des droits de douane. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il menace de taxer tous les produits canadiens. Bon, ça risque aussi, mais ça menace à exécution, d'avoir des répercussions sur les consommateurs américains, hein, parce que la majorité des produits canadiens qui entrent aux États-Unis sont des produits qui sont ensuite utilisés par l'industrie américaine pour produire des intrants. Voilà, c'est pour fabriquer des produits américains. Donc, bon, ça va poser problème. Mais sur les menaces, plus généralement, bon, le Groenland, il l'avait déjà fait en 2019. Ça s'était soldé par rien du tout. Le canal de Panama, quand même, moi, je trouve que c'est la menace la plus inquiétante en termes de volonté expansionniste, j'allais dire. Bon, d'abord, il y a la question des droits de passage. Donald Trump ne supporte pas d'avoir à payer pour circuler sur un canal qui a été construit par les Américains. Et puis, il y a aussi cette rhétorique autour de la puissance chinoise qui prendrait ses marques à Panama. Et ça c'est une vraie inquiétude pour Trump et pour Marco Rubio, son futur secrétaire d'État, qui est violemment anti-chinois, qui avait déjà dénoncé par le passé la mainmise des Chinois sur le canal. C'est pas une vraie mainmise, mais c'est vrai qu'il y a une gestion des ports d'entrée qui a été confiée dans un contrat de 25 ans à une entreprise de Hong Kong et donc chinoise. C'est vrai que le Panama a reconnu a renoncé à l'indépendance, à reconnaître l'indépendance de Taïwan. Enfin bon, il y a et puis les Américains sont les premiers utilisateurs de ce canal, hein, en termes de marchandises, et loin devant les Chinois. Il est vrai que Trump ne supporte pas de payer quoi que ce soit à d'autres. Donc le canal de Panama rentre là-dedans. Ce sont des frais pour lui, pour l'industrie américaine exportatrice, insupportables dans son entendement. Oui. Mais le problème, c'est qu'à force de taxer tout le monde, comme vous venez très justement de le dire, eh bien, qu'est-ce que ça va faire repartir? L'inflation. Et la situation, il bénéficie, alors il arrive en pleine embellie économique. C'est le président qui a le plus de chance sur un plan économique. Béni des dieux, hein. Il est béni des dieux. Tout repart à la hausse, même l'inflation diminue alors qu'elle continue à se tasser, il n'y a plus de chômage, même l'immobilier qui était quand même le secteur le plus malade commence lui aussi à remuer. Enfin donc, il arrive au pouvoir dans une situation économique extraordinaire pour les Américains. Joe Biden n'en a pas profité, lui va en profiter. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, s'il veut taxer tout le monde, les Européens, les Canadiens, Panama, enfin, et la Chine, on a bien sûr, évidemment, tout ça, c'est des produits qui rentrent aux États-Unis, soit finis, comme les produits chinois, soit des intrants quand c'est en ordre de matières premières, comme du pétrole. Donc, de toute façon, les prix vont augmenter. Et c'est bien ça que les Américains ne supportent pas. Alors, l'effet ne sera pas la première année, mais n'oublions pas qu'aux États-Unis, il y a des élections tous les 2 ans pratiquement. Et que donc, s'il fait trop de taxes, eh bien, il risque de perdre les élections dans 2 ans et donc de perdre, eh bien, le Congrès, la majorité au Congrès.
Congrès. Tiens, les prix d'ailleurs, on dit beaucoup, Donald Trump a donné le coup de pied de l'âne à Justin Trudeau, mais celui-ci était déjà fortement en difficulté par le même bilan économique d'ailleurs qui a coûté aux démocrates. Par les prix des produits alimentaires au Canada, par les prix du logement aussi. Et puis il y avait une lassitude, en particulier des milieux conservateurs, sur cette politique dite wokiste de Justin Trudeau, qui effectivement a légalisé le cannabis, etc. Et il ne répondait pas en réalité aux préoccupations des électeurs canadiens. Et surtout, c'est vrai que là où Trump est intervenu dans sa chute, c'est que avant la chute de Trudeau lui-même, il y a eu la démission de sa vice-première ministre le 16 décembre, qui était aussi sa ministre des Finances, et qui n'était pas d'accord du tout avec la manière dont le Premier ministre canadien voulait envisager cette guerre commerciale. Trudeau, lui, voulait distribuer des chèques à la majorité des travailleurs, on va dire pauvres ou modestes du Canada. Subventionnés. Et elle jugeait que c'était absolument contre-productif et une très mauvaise façon de se préparer à cette guerre commerciale. Et donc, elle a démissionné de manière fracassante et spectaculaire. Et c'est ça qui a précipité un peu la chute de Trudeau. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, ces défaites économiques, j'ai envie de dire, de Trudeau, mais aussi en France, c'est très similaire à la situation française, et celle de Kamala Harris, se passent dans des contextes où on a en face des gens qui sont des grands populistes. C'est-à-dire, quel est le challenger de Trudeau? C'est l'alter ego, pratiquement, de Donald Trump. Poilièvre. Et si vous voulez, à part le Royaume-Uni, qui a élu Chris Carmer, c'est une ovni dans la situation internationale. C'est le seul qui, ma foi, n'est pas un populiste de droite. Eh bien, c'est le contexte international qui est porteur. Nos démocraties ont engendré une crise économique, n'ont pas su faire face au Covid ou à cette déliquescence de la démocratie, en tout cas. Et donc, et de l'immigration, en quelque sorte. Et donc, voilà, nous en sommes là. Ce Pierre Poilievre qu'on voit à l'écran, il sera sensible aux sirènes du 51e État ou bien il se comportera lui aussi comme un nationaliste? Alors, c'est un ultra-conservateur, il est proche des idées de Donald Trump. Certains, d'ailleurs, l'appellent le petit Trump, notamment pour ses outrances. Il est capable de dire à peu près tout et son contraire. Donc, comme pour Donald Trump, on n'est pas très sûr de quelle politique il pourrait mener s'il était élu au terme d'élections générales qui sont encore hypothétiques, mais probables au printemps prochain, puisque effectivement, le Parti conservateur est très en avance sur le parti de Justin Trudeau. Lui, il dit que sa politique, en gros, ce sera, il le dit lui-même, le gros bon sens. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Il est, à la fois, il reconnaît le réchauffement climatique, mais il est pro-industrie fossile. Il est favorable à l'avortement, mais il s'affiche avec des opposants farouches à l'IVG. Enfin, voilà, il n'a pas peur de la contradiction, et ça, c'est un gros point commun avec Donald Trump. Et en tout cas, Elon Musk se met à tweeter sur lui, ce qui ne trompe pas en général, sur les intentions de la future administration américaine. Il y a donc le Canada que Trump propose d'intégrer en tant que 51e État de l'Union, et puis le Groenland menacé lui aussi d'annexion, alors que le propre fils de Donald Trump se rend sur place comme pour affirmer ses prétentions en terre danoise. Alexandra Carini. Juste arrivé au Groenland, le fils de Donald Trump est accueilli à l'aéroport par quelques curieux et beaucoup de journalistes. Car si la visite est non officielle, après les propos du président élu affirmant vouloir rattacher le territoire aux États-Unis, le déplacement suscite beaucoup d'interrogations. Vous allez rencontrer des hommes politiques pendant votre séjour? Non, nous ne rencontrerons pas de politiciens, ce n'est pas prévu au programme. Nous sommes juste ici en tant que touristes. Pouvez-vous nous parler de l'intérêt des Américains pour le Groenland? Ce n'est pas à moi d'en parler, c'est aux autres d'en parler. Nous sommes simplement ravis d'être ici. Merci à tous. Depuis toujours, ce territoire autonome, propriété du Danemark depuis 1814, suscite l'intérêt des grandes puissances. Sa position stratégique, dans une zone convoitée par la Chine et la Russie, et ses sous-sols riches en minerais, en font un objet de convoitise. Mais le gouvernement de l'île a toujours balayé les propositions de rachat. Le Groenland nous appartient. Nous ne sommes pas à vendre et ne le serons jamais. Le Groenland n'est pas à vendre, mais aimerait pouvoir s'émanciper du Danemark, dont il dépend financièrement.
Dans une interview donnée à une chaîne nationale, la Première ministre indique sa volonté de travailler plus étroitement avec les États-Unis et déclare trouver positif leur intérêt pour le Groenland. Le gouvernement envisage au printemps prochain l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. Ah, et ça n'a pas manqué, vous la comprenez, de faire réagir la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui assure que le Groenland est aux Groenlandais. Trump pourrait jouer, Patricia Lémonière, sur les velléités d'autonomie des habitants de ce territoire de l'Arctique, tout en convoitant leurs ressources naturelles. Bah bien sûr, oui. Enfin, sans vergogne, j'ai envie de dire. C'est une mine, le Groenland. Donc pour l'homme d'affaires qui est Trump, qui cherche à s'accaparer les richesses du sous-sol pour le bénéfice des États-Unis, le Groenland est un objet totalement convoité. Et les Groenlandais, entre l'indépendance et la dépendance économique, vous voyez, il y a des marges de manœuvre pour lui, mais il y a surtout des accords économiques assignés à l'appel au Groenland. Donc c'est aussi là où il ne faut pas perdre une chose, c'est que Donald Trump est avant tout un homme d'affaires. Donc il aime la négociation, mais la négociation d'affaires, pas la négociation diplomatique. Donc ce qui l'intéresse là encore au Groenland, c'est le côté affaires. Le business qu'on peut en tirer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des opportunités partout. Maintenant que Donald Trump arrive, ça débloque plein de... Alors c'est vrai qu'il faut dire quand même qu'au Groenland, pour l'instant, la prospection pétrolière et celle de l'uranium sont interdites. Hein. Oui, mais c'est un potentiel incroyable. Il y a un potentiel, mais bon, on pense que Donald Trump va commencer par forer partout où il peut aux États-Unis. Au mépris de l'accord de Paris. Au mépris de l'accord de Paris, qui va à nouveau dénoncer. Et puis là, ce sera plus rapide que la dernière fois, puisque l'accord de Paris est en vigueur depuis maintenant un nombre d'années. Joe Biden a publié sa loi, son texte. Joe Biden a publié ce texte interdisant les forages. Oui. Mais bon, il va publier des décrets et forer partout. Mais effectivement, c'est la manière de Donald Trump de se montrer toujours offensif, menaçant, voire violent, agressif. Mais derrière, il veut conclure un deal. Donc c'est une position un peu de force de départ, mais c'est une position de départ qui ensuite débouche éventuellement sur une négociation dont, de toute façon, il sort vainqueur, quelle que soit la réalité des faits. Il s'affiche de toute façon en vainqueur. Oui. Il veut faire sauter, à mon avis, les interdictions qui existent au Groenland. C'est ça son but. Ça doit être ça son objectif, en effet. S'il est un domaine, en tout cas, où Donald Trump semble d'ores et déjà avoir changé la donne, c'est l'attitude des oligarques de la tech américaine. Ces nouvelles fortunes, bâties en l'espace de quelques années dans la Silicon Valley, d'ordinaire très libérale. À la suite d'Elon Musk, on a ainsi vu le patron d'Amazon, Jeff Bezos, celui d'Apple, Tim Cook, encore Mark Zuckerberg, verser leur denier à la prochaine cérémonie d'investiture de Trump. Le cas de Meta est d'ailleurs saisissant puisque la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp va mettre fin à un programme de fact-checking, de modération aux États-Unis. Trump revendique la paternité de cette décision. C'est vrai que c'est fou de voir à quel point ces dirigeants des nouvelles technologies sont allés à Canossa. Ils veulent tous leur part du gâteau. Entre hommes d'affaires, on s'entend. C'est-à-dire que on ne partage pas forcément vos idées, mais on voit bien les propos de Zuckerberg sur Meta, c'est incroyable. Finalement, c'est un peu planté. X a raison. Elon, sous-entendu Musk, a raison. Donc, on va faire comme eux. C'est fini, plus de modération. Finalement, il y a peut-être il écrit textuellement, il y a peut-être de temps en temps des choses pas bien. Mais enfin, d'un autre côté, il faut quand même laisser les gens s'exprimer. Donc, c'est dans la grande vague illibérale. Hein, et comme le pouvoir est là, eux, ils veulent faire des deals avec le pouvoir. On est dans un monde où c'est aujourd'hui quand même l'argent qui régit tout. Ouais. Et c'est bien ce que certains nous ont reproché pendant longtemps, mais je crains que cette loi ne s'applique au monde entier. Et oui, il est en train de redonner, d'après vous, Anne, une avance considérable aux États-Unis dans l'IA, dans les nouvelles technologies, ou bien de créer quand même un espace sans règles et une économie à deux vitesses qui va broyer le simple citoyen américain? Déjà, de toute façon, les États-Unis ont une grande avance dans l'IA et les nouvelles technologies. Ce sont eux les maîtres du jeu. Mais ce discours de Mark Zuckerberg est très inquiétant, je trouve, parce qu'il montre un recul en termes de valeur et surtout, il montre que
Meta, X vont tous s'allier et derrière Donald Trump pour lutter notamment contre les réglementations qui ont été adoptées au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un responsable officiel du Brésil qui a vivement réagi, puisque dans son intervention, qui était absolument hallucinante, hein, il a dénoncé les excès du politiquement correct. On se serait cru à un meeting de Donald Trump, quasiment, quoi. Et donc, il y a un responsable officiel brésilien qui a dit, attention, ça vise directement le Brésil et la Cour suprême brésilienne, puisqu'elle avait effectivement interdit pendant 40 jours l'année dernière le réseau d'Elon Musk X sur le territoire. Et qui s'est réjoui de ce discours? Eh bien, c'est Bolsonaro, son fils en tout cas, qui a salué et qui a dit l'effet Trump ne fait que commencer. Donc il faut s'attendre en effet à une offensive majeure. En Europe, ils voudront la peau des accords sur la protection des données pour lesquels s'était battu Breton. C'est Breton, la fin de l'héritage breton. Et d'ailleurs, ce qui est une des raisons pour laquelle il a été remercié, hein, parce que les États-Unis de Trump ne voulaient pas de Bretons. Oui. Donc, comme on pensait que Trump allait être élu, le Breton, c'est l'effet Trump aussi. Est-ce une déclaration à la Trump? Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron lui a suscité une levée de bouclier en Afrique après ses propos tenus hier lors de ses traditionnels vœux aux ambassadeurs. Johan Delera. C'est un démenti cinglant après les propos lundi d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre. Selon lui, le retrait des soldats français du Sénégal à la fin de l'année aurait fait l'objet de négociations entre Paris et Dakar, une version contestée par Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Ousmane Sonko a commenté une autre déclaration d'Emmanuel Macron. Celui-ci fustigeait l'ingratitude des pays africains qui auraient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Colère du Premier ministre sénégalais pour qui l'armée française aurait échoué. Elle est d'ailleurs mise à la porte par un autre pays de la région à la fin du mois, le Tchad, où la sortie du président français ne passe pas. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflètent une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Emmanuel Macron estime par ailleurs que l'Algérie se déshonore en maintenant Boualem Sansal en détention. L'écrivain franco-algérien de 75 ans, malade, a été arrêté mi-novembre après avoir critiqué le pouvoir algérien. Les propos d'Emmanuel Macron constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et une violation de sa souveraineté et de sa dignité sur une question examinée conformément aux lois algériennes. Les trois pays africains ont aussi critiqué l'héritage colonial de la France, une crise diplomatique qui devrait dégrader encore un peu plus son image en Afrique. Patricia, qu'a voulu dire Emmanuel Macron en estimant que les dirigeants de certains pays africains ont oublié de dire merci à la France pour être intervenus militairement contre le terrorisme depuis 2013 ? On pense évidemment au Mali. En quoi ces propos ont-ils pu déranger ? Non, mais que le président ait pensé au Mali, au Niger, comme ne cesse d'expliquer aux journalistes l'Élysée et son entourage pour essayer de minimiser ses propos, les propos sont là. Le fait qu'il y ait explication prouve qu'il y a manifestement constat de gêne. Les propos sont là. Enfin, ouais. Je veux dire, comment notre président est disruptif, on le sait, mais il serait temps qu'il arrête quand même de se mettre le monde entier à dos. Quand il est allé à Mayotte récemment et qu'il s'est permis de dire aux gens, si vous n'étiez pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la je cache le mot, par politesse pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça voulait dire aussi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il n'arrête pas de faire ce genre d'intervention. Alors, je pense que sur le fond, il le pense, que beaucoup de gens le pensent, mais quand on est un chef d'État, on doit quand même garder sa raison et penser pas à ce que l'on pense soi, mais penser à ce que la France représente dans le monde. Même à l'ère des populistes ? Mais à l'heure des populistes, il faut penser à il faut sortir de cette vague-là et penser à ce que la France représente par le monde. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron, lui, monsieur Emmanuel Macron, homme, individu, pense ça qu'il doit le dire haut et fort. Il est le président de la République française. Et si la République française ne veut pas être chassée demain de Côte d'Ivoire et de tous les autres pays avec lesquels on a encore quelques bonnes relations, il ferait bien de
prendre un peu de distance. Et ce n'est pas parce qu'on fait des courbettes au Nigeria pour avoir quelques contrats, aujourd'hui économiques, que l'on va garder cette richesse de relations qu'on avait avec les pays africains, parce que cette richesse est importante, et elle est d'autant plus importante que l'Afrique actuellement, et ces régions-là, en particulier du Sahel, font face à d'énormes difficultés économiques, et que ces difficultés économiques retombent forcément sur l'Europe avec les vagues migratoires dont se saisissent les populistes en Europe. Rappeler aux juntes qu'elles doivent à l'armée française, là, pourrait porter atteinte aux intérêts français ailleurs en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et dans des pays qui ne sont pas aujourd'hui aux mains des juntes? C'est bien possible. En tout cas, c'est une maladresse incroyable. Et moi, je m'interroge sur qu'est-ce qui a conduit le président français à faire cette erreur, à la fois sur la forme et sur le fond, parce que même le Mali, effectivement, c'est la France qui a décidé la sortie du Mali, mais après que sont arrivées sur place les forces Wagner russes, après que l'ambassadeur de France a été expulsé, et devant une opposition manifeste à la fois de la junte et de la population. Donc, ok, c'est la France qui a décidé, mais un peu contrainte, tout en disant on se redéploie au Niger. Et au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus tard, là, on nous a demandé de repartir. De même au Burkina Faso. Emmanuel Macron dit sans l'armée française, ce ne seraient même pas des jeunes, ce seraient des djihadistes qui seraient au pouvoir aujourd'hui. Donc les jeunes, d'une certaine manière, doivent à la France. Sans doute, évidemment. Il faut se souvenir. Mais sans doute pas. Quand François Hollande est arrivé à Bamako, il a été accueilli et remercié par la population au moment de la première année du déploiement le plus beau de jour de sa vie à l'époque. Voilà, il a été effectivement... La France a été saluée au moment où elle est intervenue. Là, refaire l'histoire, c'est pas opportun. Oui, enfin, je veux dire, en plus, très rapidement, laissons ces pays se gérer eux-mêmes. S'ils veulent donner, si la population est d'accord pour avoir des islamistes radicaux au pouvoir, c'est leur choix. C'est pas à nous de dire ce qui est bien ou mal. Mais nous n'interviendrons plus comme nous l'avons fait en 2013. Mais parce que, vous savez très bien, les contextes de l'intervention au Mali sont un peu complexes aussi. Merci beaucoup, Patricia Alémonière, Anne Corpet. On va plus loin, c'est terminé. Prochaine édition dans 3 minutes dans l'Essentiel.